Avez-vous déjà ressenti cette sensation où l'immense univers énigmatique semble nous séparer, créant un sentiment d'isolement? Il nous pousse à nous éloigner des autres, des opportunités, des chemins que nous pensions destinés pour nous. Cette solitude, cette lenteur de la solitude qui surgit lors de nos moments les plus difficiles et imprévus, n'est pas une punition. Ce n'est pas une indication que tout s'effondre ou que tout le cosmos nous est opposé. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une perspective plus profonde et alternative qui nous encourage à contempler ces temps sombres. Cette obscurité, lorsqu'elle est vue sous un nouvel angle, pourrait offrir plus de soutien que nous ne l'imaginons initialement. Pour approfondir ce point de vue, nous nous appuierons sur les insights de l'un des psychologues les plus renommés, Carl Jung, dont la vie a été consacrée à démêler les mystères profonds de l'esprit humain. Jung a introduit le concept d'individuation, le décrivant comme un voyage fondamental, sans doute l'effort le plus crucial dans la vie d'une personne. Mais que signifie exactement l'individuation? Elle transcende la simple croissance personnelle ou l'adaptation aux normes sociales. Il s'agit d'entreprendre un voyage intérieur profond qui dépasse les apparences superficielles, nous obligeant à affronter notre moi le plus intime. L'individuation est essentiellement le voyage vers l'harmonisation et l'intégration de toutes les facettes de notre être, y compris celles que nous reconnaissons et celles que nous avons choisi d'ignorer ou de réprimer par peur, honte ou réticence à affronter nos aspects plus sombres. Cette quête de plénitude est loin d'être simple. C'est un chemin enchevêtré et ardu qui se sent souvent solitaire. Ce qui peut sembler une condamnation est, en réalité, un compagnon vital dans ce voyage. Il est courant de se sentir détaché du monde lors de transformations intérieures significatives, éprouvant une illusion d'isolement qui nous éloigne de ce qui était autrefois familier. Plutôt que de voir ces moments comme des punitions, nous devrions les considérer comme des occasions de découvrir notre véritable essence, les parties cachées de nous-mêmes qui ont toujours été présentes, mais inaudibles. Lorsque nous parlons d'individuation, nous évoquons un voyage qui nous pousse à abandonner les façades que nous portons pour nous adapter à divers contextes sociaux et à regarder sincèrement à l'intérieur de nous-mêmes. Cela n'implique pas de devenir reclus ou d'abandonner le monde. Au contraire, cela signifie cesser de vivre sous le poids des attentes des autres et redécouvrir notre moi authentique. Cependant, ce voyage n'est pas une mince affaire. Notre nature véritable est souvent obscurcie par des couches de croyances imposées par la société, nous poussant dans des rôles qui ne nous appartiennent pas vraiment, ainsi que par nos propres peurs qui nous amènent à ignorer l'un des aspects les plus difficiles de l'individuation, l'intégration de l'ombre. L'ombre célèbre de Jung représente la partie de notre psyché que nous avons tendance à rejeter parce qu'elle semble inacceptable ou ne correspond pas à l'image que nous souhaitons présenter au monde. L'ombre peut abriter des peurs, des désirs réprimés et des impulsions considérées comme négatives. Pourtant, Jung ne voyait pas l'ombre comme intrinsèquement mauvaise. Elle est simplement inconnue et donc intimidante. Le processus d'individuation consiste en grande partie à réconcilier avec cet aspect de nous-mêmes en reconnaissant et en acceptant les parties que nous cachons habituellement, que ce soit par honte ou par peur. Ce voyage exige du courage, dont une grande partie est cultivée dans des moments de silence et de solitude, lorsque nous sommes seuls sans distractions externes qui nous permettent de négliger nos ombres. Il est important de souligner que ce processus n'est ni rapide ni simple. Embrasser notre ombre signifie affronter nos peurs et faiblesses les plus profondes, les parties que nous avons constamment niées, nécessitant bravoure et ouverture face à ce que nous avons longtemps évité. La solitude, dans ce contexte, devient non seulement un sanctuaire, mais aussi un laboratoire pour l'exploration intérieure. La vie nous oblige souvent à nous isoler, que ce soit par choix ou en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Bien que cette isolation puisse être douloureuse,
Elle est essentielle pour le processus d'individuation et sert de terrain fertile pour obtenir une vision plus claire de notre véritable moi, au-delà des normes sociales qui nous empêchent d'embrasser notre nature la plus authentique. Pendant les périodes de solitude, nous ne faisons pas seulement face à nos ombres, mais nous commençons également à découvrir de nouvelles connexions dans nos expériences. La synchronicité, un principe mystérieux que Jung a exploré en profondeur, devient apparente. Des événements qui semblaient autrefois aléatoires apparaissent maintenant comme faisant partie d'un dessein plus grand, un réseau reliant toutes les expériences et rencontres de notre vie. La solitude nous permet de percevoir ces fils invisibles qui lient notre passé à notre présent et souvent préfigurent notre avenir, révélant que tout arrive pour une raison et que chaque expérience, même les plus douloureuses, a une signification qui ne peut être découverte qu'en nous donnant le temps de réfléchir. En solitude, nous redécouvrons également notre relation avec le temps. Notre vie quotidienne est gouvernée par une perception linéaire du temps, où les événements se succèdent de manière prévisible. Cependant, lorsque nous sommes seuls, le temps semble s'étendre, mélangeant passé, présent et futur en une seule dimension. C'est comme si, dans ces moments, nous pouvions percevoir l'éternité, reconnaissant que chaque instant est interconnecté et que les expériences passées et les intuitions futures se rejoignent pour former une compréhension plus profonde de notre existence. L'isolement qui découle de ce que saint Jean de la Croix a appelé la nuit obscure de l'âme est un concept fondamental dans la pensée jungienne. Jung a identifié cette phase comme une étape cruciale pour la croissance psychologique et spirituelle. La nuit obscure de l'âme n'est pas simplement une période de souffrance, mais un temps de purification où l'âme se débarrasse des illusions des fausses identités et des croyances limitantes qui ont empêché une vie authentique. Pendant ce temps, les ombres de la psyché, les démons intérieurs que nous avons rejetés, se manifestent puissamment. La solitude devient la condition nécessaire pour affronter ces démons, faire face à nos peurs les plus sombres, et finalement les transformer en force qui nous guident vers la renaissance. La nuit obscure de l'âme est en fin de compte un processus de purification qui promet une nouvelle vie, une conscience de soi accrue et une connexion plus profonde avec notre but et avec l'univers lui-même. L'isolement, souvent craint et évité comme un simple manque de stimuli externes, est plus profond. Selon Jung, l'isolement est une porte d'entrée, un seuil séparant le tumulte du monde extérieur du royaume plus profond de notre moi intérieur. C'est un moment paradoxal où enlever les distractions nous oblige à nous confronter à nous-mêmes, à nous reconnecter avec les parties que nous avons négligées ou rejetées. Lorsque nous sommes seuls, entourés de silence et libres du bruit du monde, quelque chose de profond se produit. L'esprit commence à chercher en soi, réfléchissant sur qui nous sommes, qui nous avons été et qui nous pourrions devenir. Dans ce processus introspectif, l'inconscient émerge à la surface, parfois à travers des rêves, des intuitions ou des sensations qui défient la logique immédiate. C'est comme si l'isolement, plutôt qu'étant un vide, devenait un terrain fertile où les réponses aux questions que nous ne savions même pas que nous avions commencent à germer. La solitude se transforme en un laboratoire où les vérités enfouies s'entremêlent, se comparent et finalement se révèlent. Jung nous encourage à comprendre que l'inconscient n'est pas une entité distante ou séparée, mais une force vitale qui imprègne toutes nos expériences conscientes et inconscientes. Il s'exprime à travers des symboles, des rêves, des visions et des phénomènes que la rationalité ne peut pas facilement déchiffrer, des manifestations de la psyché qui communiquent dans un langage symbolique, révélant les profondeurs de notre nature. Pendant l'isolement, ces manifestations s'intensifient, devenant plus fréquentes et plus difficiles à ignorer. Les rêves, par exemple, peuvent initialement sembler bizarres ou insensés, mais ils sont en réalité des messages directs de notre inconscient,
comme si notre psyché essayait de nous réveiller de notre routine et de nous inciter à l'auto-examen. Dans le silence de la solitude, notre inconscient non seulement devient plus accessible, mais il nous fournit également des outils pour le comprendre. Jung a postulé que l'inconscient collectif est une dimension partagée par toute l'humanité, un terrain commun où résident des archétypes universels, influençant notre comportement et nos expériences. Ces archétypes, tels que le héros, la mère, l'ombre, le sage, ne sont pas simplement des constructions théoriques, mais des forces vivantes qui façonnent notre psyché et nos vies. Lorsque nous sommes isolés, ces archétypes émergent plus distinctement, révélant des aspects de nous-mêmes que nous pourrions ignorer ou avoir oubliés. Dans ces moments, notre esprit peut se connecter à une tapisserie plus large, un récit qui nous lie aux autres êtres humains et à toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, affronter ce processus n'est pas facile. La solitude présente à la fois une opportunité et un défi. Pendant les périodes d'isolement, nous pourrions être tentés de nous échapper de nous-mêmes à travers des distractions externes, travail constant, médias sociaux ou relations superficielles, cachant nos peurs, désirs inexprimés et profonde angoisse sous un voile d'activité frénétique. Cependant, de telles évasions ne font qu'approfondir la distance entre notre essence véritable et notre moi. Ces échappatoires favorisent des comportements autodestructeurs, une recherche incessante de validation externe, une dépendance aux opinions des autres pour notre estime de soi, ou l'abus de substances pour engourdir la douleur de la solitude. Jung nous enseigne que ce n'est qu'en confrontant notre ombre, les parties cachées contenant nos peurs, faiblesses et désirs réprimés, que nous pouvons entreprendre le voyage d'individuation, nous menant à notre véritable moi. Résister à la solitude signifie résister à ce défi intérieur, permettant à l'ombre de grandir dans les ténèbres, se manifestant inconsciemment dans nos actions, sabotant nos relations et perpétuant des schémas autodestructeurs qui entravent notre évolution. Ce n'est qu'en acceptant l'isolement et en embrassant le silence que nous pouvons véritablement reconnaître et intégrer notre ombre, la transformant en une force qui nous enrichit, plutôt que de dominer notre solitude. L'isolement n'est pas seulement un espace pour affronter nos peurs intérieures, c'est aussi la base pour redécouvrir notre authenticité. C'est une période où nous pouvons nous éloigner des attentes des autres et des normes sociales, nous accordant enfin à ce que nous désirons et aspirons véritablement à être. La solitude devient ainsi une chance d'organiser nos vies, de comprendre ce qui compte vraiment et de laisser aller ce qui n'a pas d'importance. Elle nous met au défi de clarifier notre identité et nos désirs pour notre temps et nos relations. Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et créatifs ont traversé des périodes de solitude qui ont été cruciales pour leur croissance et le développement de leurs idées. Prenons Nietzsche par exemple. Il a passé de longues périodes en solitude, se retirant dans les montagnes suisses, loin de la vie académique et de la souffrance physique qui le tourmentait. C'est pendant ces moments isolés que Nietzsche a formulé certaines de ses idées les plus profondes, comme le concept de l'Übermensch et sa critique de la morale traditionnelle. Loin de la société, Nietzsche a pu affiner sa vision, se libérer des contraintes culturelles et religieuses de son époque, et créer une philosophie qui révolutionnerait la pensée occidentale. De même, Henry David Thoreau a trouvé son inspiration dans la solitude. Son retrait dans les bois du Walden Pond, menant une vie simple et autonome, lui a permis de redécouvrir le sens de la nature et de l'existence, de rejeter le matérialisme et de questionner les conventions sociales qui dominent la vie moderne. Dans cette solitude, Thoreau a trouvé sa voie, produisant des œuvres qui nous invitent encore aujourd'hui à réfléchir à la simplicité, à la liberté et à l'importance de vivre selon nos propres valeurs, plutôt que de suivre les attentes imposées. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison loin de sa famille et du monde extérieur, illustre également cela. Pendant ces années, il a enduré une solitude extrême, mais c'est précisément dans cette solitude forcée
qu'une profonde réflexion sur soi-même a émergé. Il a contemplé son identité, son rôle dans la lutte contre l'apartheid et l'humanité qui le liait aux autres prisonniers malgré leurs différences. La solitude de Mandela est devenue un terrain d'entraînement interne, une forme d'individuation qui lui a permis d'émerger plus fort, capable de pardonner à ses oppresseurs et de conduire l'Afrique du Sud vers une nouvelle ère. Cependant, la solitude ne concerne pas seulement la séparation physique des autres, c'est aussi une solitude intérieure. Considérons Vincent van Gogh, l'un des plus grands artistes de l'histoire, qui a passé la majeure partie de sa vie en profonde solitude. Ses lettres, notamment celles adressées à son frère Théo, révèlent un homme se sentant piégé non seulement dans son corps fragile, mais aussi dans son âme, incapable de se connecter avec les autres. Pourtant, c'est précisément dans ce vide existentiel que Van Gogh a découvert sa voie artistique, créant des œuvres universellement admirées pour leur beauté. Sa solitude, bien que douloureuse, est devenue un terrain fertile pour sa croissance intérieure et son expression créative. Un autre exemple est Franz Kafka, un auteur qui a lutté contre la solitude constante. Vivant à Prague, une ville riche en vie sociale, Kafka s'est toujours senti comme un outsider. Ses écrits, remplis de symbolisme et de tensions psychologiques, reflètent profondément cette solitude existentielle. Dans ses romans, tels que Le procès et La métamorphose, les protagonistes sont perpétuellement en conflit avec un monde qu'ils ne comprennent pas, à solitude qu'ils ne peuvent pas échapper, mais qui les pousse à chercher continuellement un sens. Bien que Kafka n'ait jamais pleinement expérimenté le processus d'individuation, ses œuvres sont aujourd'hui de puissants témoignages de la manière dont la solitude peut inspirer une profonde réflexion sur nous-mêmes et notre place dans le monde. La solitude ne mène pas toujours à une croissance immédiate. Beaucoup de gens ressentent initialement de la douleur, de l'anxiété et de la frustration. Prenons Jodie Foster, par exemple, qui a parlé ouvertement de la présence constante de la solitude dans sa vie. Élevée dans une famille dysfonctionnelle et propulsée par sa carrière précoce, elle a souvent dû faire face à la solitude, surtout pendant les périodes de transition. Cependant, elle raconte dans ses interviews que cette même solitude lui a permis de se comprendre, d'apprendre à vivre avec ses émotions sans dépendre des autres. Sa capacité à trouver de la force dans l'isolation l'a aidée à devenir l'une des actrices les plus respectées de son temps. Enfin, Carl Jung lui-même a utilisé l'isolement comme outil de travail intérieur. La Bollingen Tower, construite sur les rives du lac de Zurich, est devenue un lieu sacré de solitude et de réflexion, où Jung pouvait explorer profondément son propre inconscient et développer des théories qui façonneraient la psychologie du XXe siècle. Dans cette tour éloignée, loin des distractions quotidiennes, Jung a découvert de nouvelles perspectives sur la psyché humaine, qu'il a ensuite transformées en théories fondamentales telles que les archétypes et l'individuation. Ces exemples illustrent que l'isolement, loin d'être une condamnation, peut être une opportunité d'éveil, de croissance et de transformation. En embrassant la solitude comme faisant partie de notre voyage, nous pouvons découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginés, nous libérant des influences externes qui nous contraignent. L'isolement devient ainsi non pas une barrière, mais une ressource puissante, une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans le monde d'aujourd'hui, la solitude est un thème apparemment paradoxal. Pourtant, elle est plus répandue que jamais, malgré la connectivité hyper-digitale de notre ère, caractérisée par les médias sociaux, les applications de chat, les appels vidéo et la communication instantanée. La solitude existentielle affecte un nombre croissant de jeunes et d'adultes dans tous les contextes sociaux. Cette solitude moderne n'est pas seulement physique, elle est profondément interne. Dans un monde en perpétuel mouvement, les gens se sentent souvent contraints de poursuivre un idéal de perfection et de succès social, pour ensuite affronter un sentiment de vide
lorsqu'ils échouent. Les images apparemment parfaites et les vies idéalisées présentées sur les médias sociaux deviennent des références de succès, élargissant le fossé entre nos personas publics et notre authenticité intérieure. Aujourd'hui, la solitude semble encombrée. Nous sommes entourés de gens, mais nous nous sentons rarement vraiment vus, compris ou réellement écoutés. Des plateformes comme Instagram, TikTok et Facebook créent une façade où le nombre d'amis ou de followers est souvent équivalent au succès social. Pourtant, derrière ces connexions virtuelles se cache une profonde solitude. Beaucoup passent des heures sur ces plateformes, montrant leur vie et cherchant l'approbation à travers les likes, mais peinent à former des relations authentiques et significatives. La poursuite incessante de la validation externe favorise une illusion de connexion, augmentant paradoxalement les sentiments d'isolement et empêchant une véritable connexion avec soi-même. Les images que nous rencontrons quotidiennement présentent une réalité déformée, un monde impeccable qui semble inatteignable. Au lieu de favoriser la réalisation de soi, cela conduit à la dissatisfaction et à un sentiment persistant d'inadéquation. Dans ce contexte, la solitude englobe non seulement le sentiment d'être seul, mais aussi la sensation d'invisibilité dans un monde qui semble valoriser uniquement ceux qui peuvent présenter une façade publique acceptable. Beaucoup trouvent du réconfort dans le consumérisme, l'activité constante ou la quête d'expériences exotiques ou superficielles pour combler le vide. Un vide qui ne peut être satisfait par le bruit externe. De plus, la société actuelle connaît une fragmentation des liens sociaux et familiaux. Les systèmes de soutien traditionnels comme les familles élargies, les amitiés de longue date ou les communautés de quartier se sont considérablement affaiblis. Les gens déménagent fréquemment pour des raisons professionnelles, changeant de ville ou de pays, ce qui réduit les opportunités de créer des connexions durables et authentiques. Bien que cette mobilité puisse sembler offrir une plus grande liberté et indépendance, elle favorise en réalité une solitude structurelle caractérisée par des relations éphémères et superficielles. En outre, les changements dans la dynamique familiale, y compris le divorce, la séparation et la difficulté à former de nouvelles relations, ont conduit à une solitude qui n'est pas seulement physique, mais aussi profondément émotionnelle. De nombreux parents et enfants, par exemple, se retrouvent à vivre dans des foyers séparés, incapables d'établir un véritable dialogue. L'afflux constant d'informations et de stimuli externes diminue notre capacité à nous concentrer sur les relations qui comptent vraiment. Pour les amitiés, trouver quelqu'un qui nous connaît profondément devient de plus en plus rare. De plus, la solitude d'aujourd'hui est aussi une question de déconnexion. Bien que nous soyons hyper connectés en surface, nous sommes de plus en plus incapables de nous engager dans des relations profondes et significatives avec les autres. Souvent, lors de conversations, on peut trouver quelqu'un distrait par son téléphone ou des notifications, incapable de s'engager pleinement. Les conversations deviennent de simples obligations sociales plutôt que des occasions d'échanges émotionnels et intellectuels, conduisant à des interactions superficielles. Cette déconnexion des autres favorise une forme d'isolement qui est encore plus douloureuse que de se déconnecter de soi-même. Nous vivons à une époque où les individus sont souvent poussés à remplir chaque moment libre avec des activités, des bruits et des interactions sociales. Cependant, la solitude intérieure nous oblige à confronter nos pensées, nos peurs et nos contradictions, quelque chose que beaucoup essaient d'éviter. La peur de la solitude intérieure est si intense que les gens cherchent refuge dans les bruits et les distractions externes pour échapper à l'affrontement de leur vrai moi. Cela crée une fracture significative entre qui nous sommes vraiment et qui nous présentons aux autres. Malgré tout cela, la solitude moderne peut aussi représenter une opportunité significative. Comme Jung l'a déjà mentionné, la solitude est un outil fondamental pour le processus d'individuation. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes contraints d'écouter nous-mêmes et de réfléchir sur notre vrai moi sans influence externe.
La solitude offre une chance d'explorer nos émotions et nos désirs, et d'accepter même nos ombres, les parties que nous avons tendance à négliger dans une société qui récompense la connexion et la visibilité. Apprendre à être seul implique avant tout de se sentir bien avec soi-même. Mais bien que cela puisse être l'un des défis les plus difficiles, c'est sans doute l'un des plus cruciaux. La solitude nous permet de retrouver notre authenticité, de comprendre qui nous sommes vraiment sans succomber aux attentes des autres. Et, surtout, lorsque nous apprenons à embrasser la solitude, nous pouvons forger des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres. Ces connexions ne sont plus basées sur des façades ou des normes sociales, mais sont authentiques et sincères. En conclusion, l'isolement est à la fois un défi et un chemin vers la réalisation de notre potentiel le plus authentique. Au lieu de fuir, nous pouvons embrasser la solitude comme une opportunité de croissance, de réflexion et d'évolution. À travers l'isolement, nous pouvons découvrir non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. C'est un cadeau que l'univers nous offre pour organiser notre psyché, explorer nos ombres et redécouvrir notre vrai moi. Comme le suggère Jung, ce n'est qu'en intégrant toutes les parties de nous-mêmes, y compris les plus sombres, que nous pouvons atteindre une vie complète et authentique. Ainsi, chaque moment de solitude peut se transformer en une opportunité de trouver cette paix intérieure qui nous échappe souvent au milieu du chaos du monde extérieur, embrassant une profondeur qui va au-delà de la surface.